À l'époque, elle était toute ouverte. Il y a eu les grilles. C'est vrai que c'était différent. Enfin, même moi, quand j'étais toute petite, on rentrait, on sortait. Il n'y a jamais eu de dégradation. Puis au jour d'aujourd'hui, on est quand même obligé de la garder fermée. Parce que justement, avec un temps comme ça, forcément, elle se fragilise. Et puis on reste dans un environnement de bourg quand même, donc avec un ramassage scolaire qui se fait tous les jours, les agriculteurs, la route qui est juste à côté. Donc il y a beaucoup de vibrations et puis il y a beaucoup d'humidité. Donc c'est pour ça elle reste fermée et visitable aujourd'hui du patrimoine et sur demande. Donc avant de commencer la visite, on va rester quand même un petit moment à l'extérieur, on rentrera à l'intérieur. Et je vais d'abord commencer par l'historique en fait de la commune de Langon pour essayer un petit peu de recentrer, de comprendre l'histoire de la chapelle à travers l'histoire de la commune de Langon. Donc Langon, c'est à peu près 1300 habitants, on est situé au sud de l'Ille-et-Vilaine, donc sur la rive droite de la Vilaine, et comme vous pouvez le voir avec cette grande rue, le bourg se situe sur une pente quand même assez marquée. Donc au niveau du paysage de l'époque, on a les landes sur les hauteurs, dans les hauteurs, donc au niveau des demoiselles par exemple, des mégalithes. Et puis en contrebas, on a du marais, beaucoup de marais. Et en bas, en fait, justement, juste en dessous de l'église, eh bien, on avait un ancien bras de la Vilaine et c'est une zone qui est très marais. La présence de l'homme, ça remonte à 5000 avant Jésus-Christ, donc à l'époque de la préhistoire. Et ça, en fait, ce qui l'atteste, c'est tout simplement les nombreux mégalithes qu'on recense dans le bourg et aux alentours du bourg, il y a à peu près 35 ensembles mégalithiques. Les plus connus, ce sont les Demoiselles. On a aussi le site mégalithique de la Godinet, sur la route de Renac. C'est très joli, c'est un cromlech en fait. Ce sont des mégalithes qui sont disposés en cercle. Donc ça, ce sont pour les plus connus. Et puis ensuite, donc, à l'époque des Romains, c'est l'époque de la chapelle Sainte-Agathe, de sa construction, donc on situe à peu près, on va dire, vers le 2-3e siècle pour la chapelle Sainte-Agathe, eh bien on a un riche propriétaire terrien qui s'installe ici à Langon et qui devait avoir une grande villa qui devait s'étendre, on va dire, à peu près de la chapelle jusqu'à l'église. Peut-être que sa villa se situait au niveau de l'église, puisqu'en fait on a retrouvé des maçonneries justement de villas gallo-romaines, des vestiges. Et donc vers le 5e siècle, eh bien, les Romains sont chassés, c'est l'évangélisation de la Bretagne. Et puis à cette époque-là, en fait, vers le 6e siècle, il y a l'envahisseur barbare, il y a beaucoup de morts, et ces morts, en fait, il faut les enterrer. Donc, on va installer une nécropole. Et la nécropole, vous y êtes, on est dessus. Elle se situe entre ici la chapelle et l'église. Une vaste nécropole qui sera par la suite translatée en haut du bourg au 19e siècle. Mais du 6e à peu près jusqu'au 19e, on est dans un enclos. Vers le 9e siècle, c'est un tournant un peu pour la commune, c'est les moines de Redon, les moines de Saint-Sauveur, qui vont un peu prendre Langon sur leur tutelle, et ce jusqu'à la Révolution. Alors, pourquoi ils attachent de l'importance à Langon? Tout simplement parce qu'on est vraiment en limite de territoire breton et de territoire franc. Et donc, ils vont construire une première église, qui est donc pas l'église que l'on a derrière nous actuellement, une église au 9e siècle qui sera par la suite reconstruite au 11e puis au 12e siècle. Et cette église, elle a un statut particulier parce que, si vous avez le temps tout à l'heure, vous pourrez aller voir le chevet. La pierre qui est utilisée sur le chevet, donc, vous voyez ce que c'est? Un grès roussard en fait. Et si vous voulez, quand les bateaux arrivaient depuis la Vilaine, on voyait cette église avec cette couleur orangée. Tout de suite, ça montrait un peu la puissance des moines de Saint-Sauveur de Redon. Donc cette tutelle, on l'a à peu près jusqu'à la Révolution. Ensuite, l'église va prendre à peu près sa forme actuelle. Il y a une particularité, c'est qu'à cette époque, on a un pouvoir religieux, un triangle religieux qui est très important. L'église, la chapelle, et en contrebas derrière, vous avez le presbytère. Donc là, on a ce triangle religieux important. Et pour casser ça, en fait, la mairie de Langon va s'installer ici. Donc c'est le bâtiment qui est derrière vous, qui aujourd'hui est l'école, pour casser en quelque sorte ce pouvoir. Donc son orientation, c'est très important, elle est orientée d'est en ouest. Ça c'est important parce qu'on y reviendra tout à l'heure, c'est pas anodin. Alors, elle est au niveau de sa dimension, c'est un rectangle qui se termine par une abside qui est voûtée en cul-de-four et un intérieur qui est desservi par une très jolie arcade. Vous allez regarder là.
3,80 m. C'est pas très grand, juste ce qu'il faut. Et en fait, elle a été construite avec la roche, c'est-à-dire sur le schiste argileux qui est la pierre de l'époque. Alors, quand vous regardez déjà cette partie mur sud, vous remarquez quelque chose de flagrant, c'est que les murs ne sont pas du tout homogènes. On est bien d'accord. On est d'accord. Voilà. Alors, en fait, il y a 5 phases de construction principales, puisque cette chapelle, c'est la succession de 3 bâtiments aux formes et aux fonctions différentes. Les 3 phases principales, le 2e, 3e siècle, c'est sa construction. Elle servait alors, le bâtiment originel, c'était quoi? C'était des thermes. Des thermes donc gallo-romains, autrement dit une salle de bain. Salle de bain appartenant à un riche propriétaire foncier, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vers le 4e, 5e siècle, c'est l'évangélisation. On va justement transformer ce bâtiment en première église chrétienne, justement très bien orientée, puisqu'elle est orientée d'est en ouest. Et puis vers le 9e siècle, avec la construction de l'église Saint-Pierre-Paul que vous avez derrière vous, eh bien, elle va avoir un rôle secondaire sur la chapelle, parce que vous aurez davantage de recul en fait. Rapprochez-vous, n'hésitez pas. Alors effectivement ici, c'est l'enceinte gallo-romaine. Alors n'hésitez pas à vous approcher, sinon j'aurais pu voilà, les piliers. Je suis pas sûre que demain, la dernière visite, j'ai encore de la voir. Donc ça c'est effectivement le mur gallo-romain. Alors la technique, c'est une technique qui est en usage à l'époque gallo-romaine. On construisait les bâtiments ainsi. Donc en fait c'est ce qu'on appelle un mur en opus mixtum. Autrement dit, donc vous avez des moellons en grès ferrugineux, donc cette pierre ferrugineuse comme la ferrugineux. Et puis à des intervalles irréguliers, vous retrouvez des cordons de tuiles. Ici, en bas on le voit encore. Et on voit donc ces moellons qui sont plutôt de forme cubique. Et puis entre, on a des joints de mortier qui sont en creux en fait, qui sont creusés comme ça. Donc ça c'est l'enceinte de l'enceinte. Alors ce que l'on conserve de cette époque, c'est effectivement cette partie-là. Et l'abside qui est voûtée en tout-four. Alors ensuite, je vous ai dit, à l'arrivée des premiers chrétiens, on a transformé donc l'édifice. Alors c'était souvent, quand les Romains ont été chassés, soit ça a été pillé, soit la pierre a été réutilisée, ou alors on s'est resservi des bâtiments. Et ça a été le cas ici, où justement, on s'est servi de ce qu'il y avait déjà sur place. Et en fait, il y a eu une limitation de l'appareillage gallo-romain. Surélevé le mur, ils ont dressé un clocher de 8 à 9 mètres de hauteur et ils ont en fait percé également des fenêtres. Et à l'intérieur, alors qu'à l'époque on avait la fresque qui représente notre Vénus marine, notre Vénus Anadyomène, eh bien ils ont recouvert la fresque d'un lait chaud et on avait alors à l'époque une représentation du Père éternel. Ça, c'est les modifications principales qui ont pu être faites par les chrétiens. Alors qu'on va construire cette partie-là. On va refaire cette partie-là, donc cette porte qui est d'époque romane en fait. On voit bien qu'elle est différente du reste de la maçonnerie. Et donc, avec une particularité juste au-dessus, alors, juste la stèle qui est ici, c'est une stèle funéraire qui a été retrouvée sur un des sarcophages en calcaire coquillé lorsque l'on a déménagé justement la nécropole pardon, au XIXe siècle. Cette stèle donc, était sur un des sarcophages. On les a vus tout à l'heure dans la chapelle. Dans leur programme aux moines de Saint-Sauveur, eh bien, on veut que de part et d'autre du cimetière, puisqu'en fait, ce qui se passait à l'époque, eh bien, ici, on avait donc l'entrée. Juste derrière moi, là où il y a le transept nord, donc là où il y a le monument mort, il y avait une entrée donc, pour l'église, et entre les deux, on avait le cimetière. Et bien en fait, les moines de Saint-Sauveur voulaient que de part et d'autre du cimetière, il y ait une certaine harmonie, une certaine homogénéité. Et c'est pour ça qu'ils ont construit ici ce porche triangulaire. Ça fait partie de leur choix. On a l'habitude de faire arrêter les visites à chaque fois ici, parce qu'il y a une particularité. On voit qu'il y a une ouverture, puisque vous pouvez remarquer qu'ici la brique elle est cassée, c'est du travail des Romains, des gallo-romains plutôt. Alors, je vais vous décevoir, hein. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle a été ouverte. Par contre, je sais quand elle a été rebouchée, puisque à l'époque des guerres de religion, la chapelle elle est devenue protestante avec justement l'édit de Nantes. Et suite à la révocation de l'édit de Nantes en 1685,
Donc révocation de l'édit de Nantes sous Louis XIV, et bien la chapelle redevient en fait catholique. Et pour marquer l'événement, en fait, l'évêque de Vannes, puisque Langon dépendait de l'évêché de Vannes, offre à la commune un retable. Le retable donc, sera placé à l'intérieur et on décide donc de boucher cette ouverture. Voilà, donc elle a quand même été un petit temps protestante. Extraordinaire à voir au niveau En de fait, l'abside. parce que je vous ai dit que l'abside quand même, elle fait partie de l'époque gallo-romaine. Malheureusement, ici ça a été refait en fait, puisqu'il y a une partie de la fresque qui est tombée, on le voit à l'intérieur, elle n'est pas entière, et justement donc cette partie-là a été refaite. Par contre, on retrouve toujours le cordon de tuile, on retrouve toujours le réemploi du grès au niveau de cette partie-là. Alors la fenêtre qui est ici, elle n'est pas d'origine non plus. Dans les thermes à l'époque, on va parler un petit peu plus des thermes à l'intérieur au frais, parce que là j'aiderai un peu mieux l'esprit. Dans les thermes, il y avait très peu d'ouverture justement, il fallait éviter, parce que là on imagine qu'à l'époque c'était le bain froid, le frigidarium, il fallait peu de luminosité, parce que le soleil chauffait forcément la cour. Réquisitionné pour faute de bâtiment ici dans la commune, et donc ça devenait un lieu de réunion. Et puis il y a une particularité aussi, on s'en est servi comme salpêtrerie. Sous la monarchie de Juillet, il y a même eu quelque chose d'assez particulier qui avait été pensé, c'est-à-dire qu'on a voulu y faire une salle de classe à l'intérieur avec la maison du maître accolée. Alors bien évidemment, ce projet a été très vite écarté et heureusement. Enfin bon, toujours est-il qu'on est venu à l'intérieur aussi y éteindre la chaux, enfin il y a eu quand même beaucoup de choses de faites. Et puis il a été question à un moment donné, le curé voulait l'abattre. Voilà, ça ne servait à rien, il fallait l'abattre. Et donc c'est alors qu'on a envoyé un jeune architecte qui s'appelle Charles Langlois en 1839, qui lui donc a fait une étude assez poussée, et c'est lui d'ailleurs qui a découvert la fresque, la première fresque, la fresque primitive de la Vénus. Et grâce à lui en fait, eh bien, ça a permis de la sauver, la chapelle, puisque c'était un des premiers monuments à entrer, à être classé parmi les monuments historiques de France. C'est ce qui lui vaut aujourd'hui sa conservation. Voilà.